bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la web radio du 5 juin 2024. Le sujet ce soir, recours judiciaire contre un syndicat de copropriétaires. Donc, oui, ça arrive que ces situations-là arrivent dans des syndicats. Donc, je suis votre animatrice de la soirée, Valérie Couture, présidente et gestionnaire chez Condo Stratégiste. Et ce soir, pour m'accompagner, deux avocats émérites, tous les deux, que tout le monde connaissait déjà, mais je prends quand même le souci de présenter Maître Yves Papineau, avocat émérite chez LJT, associé aussi. Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir, Madame Couture, vous allez bien? Très bien, vous? Oui. Alors, notre deuxième invité ce soir, Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite chez Dunton-Rainville. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, Mme Couture. Donc, vous allez bien, Maître Jolicoeur? Oui, surtout quand c'est l'été, on est dans des belles conditions, ça change des web radios lorsqu'il fait moins 30 à l'extérieur et on sort du bureau et on est dans la glace. Là, ce soir, lorsqu'on va écouter ça au mois de janvier, cette web radio, on va se dire, mon Dieu, quelle chance qu'il faisait un 30 degrés. C'est ça, quelle chance! Le 5 juin, il fait beau, c'est l'été, donc c'est le bonheur. On a choisi une belle journée ensoleillée pour que les recours judiciaires contre les syndicats de copropriété soient plus digérables, bon, disons-le comme ça. Donc, merci, mes chers messieurs, d'être avec nous ce soir. Et pour ne pas faire de chicane ce soir, on a partagé la commandite avec les deux bureaux de nos avocats émérites qui sont avec nous. Donc, merci comme commanditaire à LJT et à Dunton-Rainville. Je le souligne à chaque soir, c'est important. Les commanditaires, c'est vraiment pour les gens qui travaillent pour Condo Légal, mais tous les acteurs ce soir sont bénévoles. Et notre partenaire, toujours au support technologique, le RGCQ. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas déjà membre comme copropriétaire et ou comme syndicat, l'urgence est d'agir puisque vous allez pouvoir vous inscrire à une grande quantité d'événements, de formations et des plus intéressantes l'une que l'autre parce que c'est toujours avec des animateurs de qualité. Donc, c'est très peu dispendieux et vous allez vraiment y gagner par rapport à l'investissement en devenant membre du RGCQ. Donc, nous allons débuter dès maintenant. Maître Jolicoeur, pourriez-vous, afin de mettre la table pour l'émission de ce soir, nous indiquer quels sont les recours possibles en copropriété qui peuvent arriver? Bien, il y a différents recours de toutes sortes de couleurs. Il y a des recours qui visent soit à annuler des décisions, que ce soit par un des deux organes décisionnels, on va les regarder par la suite. Il y a des recours qui visent à faire en sorte que quand le syndicat devient dysfonctionnel, il y a des portes de sortie en pareille circonstance. Et il y a des recours plus standards que l'on retrouve, on le retrouve somme toute dans tout type de relations civiles, notamment le recours en responsabilité et le recours en injonction. Donc, on va commencer par le premier. On va peut-être faire défiler une des sections du site Condo Légal qui comprend tous les articles du Code civil. C'est dans le bas de chaque page du site Condo Légal, vous allez avoir les références pour chacun des articles. Donc, on va commencer, si on peut le présenter à l'écran, sur l'article 1068. Alors, juste pour vous mettre dans le contexte, ça c'est la section du site Condo Légal qui comporte les articles de loi. Vous avez ici les commentaires du ministre de la Justice de 1993. Et lorsque l'on a des articles qui sont venus par la suite, on est venu les commenter dans le cadre d'un ouvrage que j'ai produit, qui est un travail collectif avec Maître Papineau, le Code de la copropriété. Donc, certains articles sont venus après et on tente évidemment de venir les expliquer. Donc, on est en 93, à la veille de la mise en vigueur du nouveau Code civil du Québec. On a introduit un recours qui vise à permettre aux copropriétaires, dans les 5 ans du jour de l'inscription de la déclaration de copropriété, de demander au tribunal
la révision pour l'avenir de la valeur relative des fractions et de la répartition des charges communes. Alors, sans rentrer dans le fin détail de l'article, c'est que ça permet à un copropriétaire qui juge que sa valeur relative est trop importante et de fait qu'il paye peut-être trop cher de frais de condo, de demander au tribunal de réviser ça sous certaines conditions. Et lorsqu'on lit les commentaires du ministre de la Justice, ils sont intéressants parce qu'on nous dit que c'est un article qui s'inspire du droit français et qui permet à un copropriétaire, à certaines conditions, de demander la révision de la répartition des charges, donc la contribution aux charges communes, et de la valeur relative de la fraction si l'écart entre ces deux points de référence est plus d'un dixième. Donc, c'est un recours qui a fait l'objet de décisions de cour, d'ailleurs, qui sont rapportées dans le code de la Courité produit chez Wilson Lafleur, et on est en train actuellement de réviser, là, M. Papineau et l'équipe de Yves, ainsi que chez nous, chez Danton, le nouveau code qui devrait, Yves, sortir, j'espère, pour l'hiver. Disons, parlons de l'hiver. L'hiver 2025 au plus tard, c'est ce qu'on souhaite. On va regarder maintenant. Espérant que l'hiver ne dure pas trop longtemps. Oui, on va espérer que ce soit avant les premières neiges. Et ce qui est intéressant, cela étant dit, du Code de la copropriété, c'est que vous retrouvez dans cet ouvrage-là toutes les décisions pertinentes commentées article par article. On va aller sur le prochain article du Code civil, la 1086.2. Alors, 1086.2, c'est un article qui est introduit dans le cadre du projet de loi 16. Ce sont des nouveaux articles. Alors, on dit que 1086.2, tout copropriétaire ou administrateur, donc membre du conseil d'administration, peut demander au tribunal d'annuler ou exceptionnellement de modifier une décision du conseil d'administration si elle est partielle ou si elle a été prise en intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits. L'action doit suspendre de déchéance être intentée dans les 90 jours suivant la décision du conseil d'administration. Et c'est intéressant, on a une jurisprudence qui est sortie récemment qui est venue dire que le délai de 90 jours ne se compte qu'à partir du moment où les copropriétaires reçoivent le procès-verbal. Ça, c'est intéressant parce que ça, vous savez, les conseils d'administration qui tardent à envoyer les décisions, il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, avec cette décision de cour-là, ils vont en payer le prix s'ils tardent. Alors, dans les commentaires que M. Papineau et moi avons fait sur cet article-là, on dit l'article 1086.2 est introduit au Code civil en décembre 2019 par le projet de loi 16. L'objectif de cet ajout est de permettre au tribunal d'annuler ou exceptionnellement de corriger une décision du conseil d'administration. Donc, on voit qu'annuler et même de corriger une décision qui a été prise intention de nuire aux copropriétaires au mépris de leurs droits. Et là, on rappelle le délai de 90 jours. On va regarder également le prochain article 1086.3. On dit, outre les règles prévues par l'article 341, on parle de 341 du Code civil. 341 sont les articles qui traitent de la personne morale constituée en vertu du Code civil. Alors, on dit, outre les règles prévues à 341, si les administrateurs ne peuvent, en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains d'entre eux, agir à la majorité ou selon la proportion prévue, le tribunal peut, à la demande d'un administrateur ou d'un copropriétaire, prendre toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances. Alors, évidemment, on vise à gérer les situations de blocage. Prochain article, 1086.4. C'est le fameux article où on parle, pour certains, de tutelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble. En 1086.4, on dit que le tribunal peut, si les circonstances le justifient, remplacer tout le conseil d'administration par un administrateur provisoire et déterminer les conditions et modalités de son administration. On a été, dans mon activité professionnelle, un des premiers à avoir demandé ce type d'ordonnance dans une copropriété par suite d'un incendie, ils étaient deux, et le conseil était devenu dysfonctionnel.
Alors donc, ça, évidemment, c'est intéressant là, pour permettre, là, dans des situations où la copropriété est à la dérive, de pouvoir avoir une administration externe à la copropriété. On va aller sur l'article 1103 du Code civil du Québec. Alors, cet article 1103 du Code civil du Québec traite des recours en ce qui a trait à l'autre organe décisionnel de la copropriété, c'est-à-dire l'Assemblée des copropriétaires. Alors, cela étant dit, dans le site condo légal, on peut nous demander, mais pourquoi il y a des couleurs? C'est qu'on a mis en exergue les sections qui ont été amendées par différentes lois. Et quand vous voyez un bleu azur, c'est le projet de loi 16. Il y a toute une charte de couleurs lorsqu'on consulte cette section du site. Alors, tout propriétaire peut demander au tribunal d'annuler, et ce qui est nouveau ou exceptionnellement, de modifier une décision de l'Assemblée si elle est partielle, si elle a été prise en intention de nuire aux propriétaires au mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s'est produite dans le calcul des voix. Et l'action doit suspendre des chances d'être intentée dans les 80 jours de l'Assemblée. On peut penser ici, comme à l'instar de l'autre décision qui a été rendue, qu'un conseil d'administration qui tarderait à envoyer le procès-verbal, le délai, ce ne serait peut-être pas 80 jours de l'Assemblée, c'est à voir, il va y avoir une évolution jurisprudentielle là-dessus. Ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est que si l'action est futile ou vexatoire, le syndicat peut demander au tribunal des dommages et intérêts contre le copropriétaire qui était l'instigateur du recours. Et enfin, l'article 1103.1, et ça, c'est évidemment nouveau. Si les propriétaires ne peuvent, en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains d'entre eux, agir à la majorité ou selon les proportions prévues, le tribunal peut la demande de propriétaire en toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances. Alors là, on voit que le tribunal a un pouvoir d'intervention, notamment si on avait ce qu'on appelle, dans un jargon, les abus de majorité. Alors évidemment, il y a d'autres recours, je l'ai mentionné en amont, qui ne sont pas dans le chapitre du droit de la copropriété, puisque nous sommes dans le chapitre du droit de la propriété. Bien, les recours en dommages et intérêts, s'il y a faute du syndicat, pensons notamment à l'article 1077 du Code civil du Québec qui prévoit un régime de responsabilité. On pourrait peut-être le mettre en exergue. Cet article-là dit que le syndicat est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans préjudice de toute action récursoire. Alors, quelqu'un pourrait entrevoir un recours en dommages et intérêts, en responsabilité, basé sur cet article spécifique qui crée un régime de responsabilité extrêmement sévère contre les syndicats, et ça sans compter le régime de responsabilité civile générale, les fautes qui peuvent être posées par, un exemple, les membres du conseil d'administration qui poseraient des gestes abusifs à l'encontre de copropriétaires ou encore un employé du syndicat, un concierge qui passe la vadrouille, qui laisse l'eau, quelqu'un chute. Évidemment, c'est tous les régimes de responsabilité civile. En fait, il y a certainement un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le recours en injonction contre le syndicat qui vise à forcer le syndicat à honorer ses obligations, notamment de mettre en œuvre une déclaration de copropriété. Ou encore, un syndicat qui fait défaut d'engager les travaux tels que c'est prévu à l'article 1039. D'ailleurs, on l'a modifié par le projet de loi 16. On dit maintenant, à 1039, que le syndicat doit veiller à ce que les travaux nécessaires à la conservation et l'entretien de l'immeuble soient effectués. On pourrait entrevoir un recours de la part d'un copropriétaire dans ce sens-là. Je pense notamment à l'affaire Marchand contre le syndicat du Presqu'île à Laval, où M. Marchand avait pris un recours en injonction contre le syndicat en raison de la négligence du conseil d'administration de faire des travaux. M. Marchand, dans cette cause-là, avait été inondé, mais il y avait un vice de construction. Donc, ça met la table, et ce sans compter le fait que le syndicat doit, en vertu de l'article 477 du Code de procédure civile, dénoncer à l'ensemble des propriétaires le recours qui serait institué contre lui. Donc, effectivement,
le syndicat est tenu de communiquer à l'ensemble des copropriétaires un avis faisant état de l'objet de la demande qui a été introduite contre le syndicat. Alors voilà, on a mis, Mme Couture, la table, là. Donc, on peut partir pour la suite des choses. Tout à fait. En fait, ma première question, justement, c'est une question qui a été directement posée durant que vous présentiez les articles de loi intéressants. À qui s'adresser pour modifier la décision du conseil d'administration? Donc, une copropriétaire nous demande ça. Maître Papineau, pouvez-vous nous indiquer comment on entreprend une situation comme celle-là quand on est un copropriétaire, par exemple? Alors, la réponse simple, c'est de vous dire qu'on institue une procédure devant un juge de la Cour supérieure. Mais avant d'arriver à ça, j'aimerais juste rappeler aux participants ce soir que les déclarations de copropriété, toutes les nouvelles et souvent même les anciennes, prévoient l'obligation pour un litige entre copropriétaires ou entre copropriétaires et syndicats de recourir à la médiation et à l'arbitrage. C'est important parce que si votre déclaration prévoit ça, il y a beaucoup de recours que vous ne pourrez pas instituer parce que le tribunal pourrait dire vous vous êtes engagé à faire une médiation, vous vous êtes engagé à faire un arbitrage. Si la médiation ne fonctionne pas, alors allez en arbitrage et ne venez pas demander au tribunal de statuer sur votre demande. Alors, c'est important dans un premier temps que les copropriétaires vérifient leur déclaration de copropriété. Est-ce que la déclaration prévoit qu'on doit obligatoirement, avant tout recours, d'aller en arbitrage, en médiation? Si c'est le cas, il faut y aller parce que ça peut être un motif de rejet ou de suspension de la procédure par le tribunal si vous n'avez pas été en médiation. Et si la déclaration prévoit que si la médiation n'a pas connu succès, vous devez aller en arbitrage, mais il y a beaucoup de recours pour lesquels vous devrez aller en arbitrage et vous ne pourrez pas aller devant le tribunal. Mais Mme Anna qui se questionnait, est-ce que c'est elle-même qui dépose, qui instaure cette procédure-là d'aller voir dans la déclaration, c'est une bonne chose, mais si c'est une médiation, qui fait quoi? C'est comme facile comme question dans le sens où si on ne sait pas qui fait quoi, qui instaure la demande à qui? Bon, ben écoutez, il y a une chose qui est certaine. Est-ce qu'un copropriétaire peut instituer personnellement un recours contre le syndicat? La réponse, c'est oui, à la condition qu'il soit capable et ait les compétences et les connaissances nécessaires. Par contre, si c'est un copropriétaire qui est une société, lui doit obligatoirement requérir les services d'un avocat. Mais c'est important de comprendre, comme je dis souvent, tout le monde est capable de réparer un tuyau, mais peut-être pas avec le même succès. Alors, est-ce qu'on peut instituer le genre de procédure dont M. Jetker a fait mention? Ce sont des recours qui sont assez particuliers, peu usuels et qui nécessitent beaucoup de points particuliers. Quand vous regardez, entre autres, là, prendre un exemple, l'article 1068, modifier les codes-parts, l'article a beaucoup de prérequis. Alors, premièrement, on ne peut pas faire ça plus que 5 ans. On doit être un copropriétaire. On doit prouver la différence qui est indiquée au code. Alors, il y a beaucoup de choses à connaître et à savoir. Mais est-ce que ça prend obligatoirement un avocat quand on est un particulier? Mais la réponse, c'est non. OK. Madame posait aussi des questions, mais c'est tout sous forme de recours. Donc, peu importe le recours, ce qu'on a expliqué, c'est, première chose, vérifier votre déclaration pour voir quelles sont les étapes à franchir avant de faire un petit peu les choses à la va-vite. Et suite à ça, malgré qu'un copropriétaire peut se représenter, vous l'avez bien dit, c'est quand même complexe et
devraient, ces copropriétaires-là, avant d'investir du temps et de l'énergie, possiblement de l'argent, ben, s'assurer de se faire bien conseiller en ayant consulté un avocat qui est spécialisé en copropriété pour l'aider, à tout le moins, d'organiser les choses. Effectivement. Merci, Maître Papineau. Si vous permettez, avant que je vous pose d'autres questions, j'ai quelques questions qui sont déjà dans le chat. Bonjour, pouvez-vous détailler les interactions et les conflits potentiels entre les différentes juridictions? Exemple, la Cour civile, l'arbitrage, lorsqu'un copropriétaire engage simultanément des recours multiples contre un syndicat, et comment ces conflits sont-ils résolus sur le plan procédural. Donc, c'est quand même plusieurs questions, là. Je ne sais pas qui d'entre vous veut prendre la réponse, mais il y a plusieurs étapes dans la question de M. Imbeau. Ton micro, Maître Jolicoeur, ça va aller mieux. Alors, je vais laisser Maître Papineau y répondre puis complémenter si requis. OK, c'est requis. Alors, écoutez, c'est une question tellement générale que c'est difficile d'y répondre. Des sujets, il y en a autant que l'imagination humaine est capable d'en faire. Au point de vue procédural, comment ça fonctionne? Ben, normalement, il y a une demande introductive d'instance qui, on explique quel est le but de la procédure. Par la suite, il y a la défense de celui qui est poursuivi. Alors, dans notre cas, ça serait le syndicat qui est poursuivi et qui produit une défense. Par la suite, il peut y avoir une réponse où on inscrit le dossier, on a une audition devant le tribunal et par la suite, on a un jugement. C'est la normale. Quand on procède à une médiation, c'est un peu la même chose. Moi, je demande aux gens, faites-moi un petit résumé, une page ou deux de vos positions à chacun, ce qui constitue de fait comme la demande et la défense. Ça nous permet par la suite de tenir une audition et de savoir quels sont les enjeux. Alors, il y a beaucoup à travers ça de choses qui peuvent arriver. Il y a différentes requêtes qui peuvent être instituées pour en rejet, pour obtenir des précisions. Il y a aussi en matière d'arbitrage, il peut y avoir des contestations sur l'arbitre, sur la nomination de l'arbitre. Il peut y avoir aussi en matière civile, si on fait une demande justement pour rejet de la demande principale pour la déférer à l'arbitrage. Alors, c'est vraiment large comme question. C'est difficile de donner juste une réponse à ça. Peut-être un peu pour complémenter. Il ne faut pas penser que l'arbitrage est une solution magique à toute la gestion des conflits. C'est sûr qu'aujourd'hui, on préconise la médiation en copropriété lorsque c'est possible. Un exemple, on peut difficilement penser qu'une médiation est possible sur la révision des valeurs relatives dans une copropriété, dans une copropriété de 200 unités. Parce qu'il faut comprendre, Mme Couture, que quand un copropriétaire dans une copropriété de 200 unités dit « Je voudrais qu'on réduise ma valeur relative », c'est le syndicat qui est en cause, j'en conviens, mais il y en a 199 qui ont peut-être quelque chose à dire aussi, là. Donc, par effet, il peut y avoir parfois intervention de copropriétaire. Donc, c'est pas simple, hein, c'est pas toujours simple. Donc, la médiation, on peut difficilement l'envisager dans certains recours, dans d'autres, oui. Lorsqu'on est dans une situation d'un conflit, pensons notamment au recours en responsabilité contre le syndicat, ben, il y a une tierce partie qui s'appelle un assureur aussi, hein. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça. Si on poursuit un syndicat en dommages, puis qu'on tombe dans la clause de médiation et arbitrage, il va falloir que le conseil d'administration sache mettre en cause son propre assureur, parce que l'assureur, lui, va dire « Je vais prendre fait et cause, je vais assurer la défense ». C'est peut-être lui qui va aller défendre le syndicat en arbitrage ou qui va accompagner le cas en médiation. C'est pas comme un complet là, qui va à tout le monde. C'est réellement des cas d'espèce où le conseil de l'avocat, que nous sommes, Yves Papineau et moi, en copropriété, est une valeur ajoutée
pour justement poser des gestes adéquats dans les circonstances. L'autre chose aussi, puis je pense que c'est important de le signaler, aujourd'hui, on a des clauses de médiation dans les déclarations de copropriété qui sont de qualité. Mais j'ai déjà vu dans des déclarations de copropriété une clause avec 3 arbitres. 3 arbitres. Alors, imaginez qu'une des parties nomme son arbitre, que l'autre partie choisit son arbitre, puis les deux doivent s'entendre pour choisir le 3e arbitre. Alors, je ne sais pas l'économie, où est-ce qu'on va la trouver là. Imaginez qu'on a besoin de 3 arbitres pour trancher une chicane de voisinage d'une problématique X. Alors là-dessus, ça vaut peut-être la peine de réfléchir aussi à réviser vos déclarations de copropriété, même si vous avez une clause de médiation et d'arbitrage, pour justement que ça soit adapté à la réalité. Alors, des fois, on a aussi, dans les déclarations de copropriété, des clauses où on a juste l'arbitrage. On n'a pas la médiation. Ben, le syndicat a intérêt à mettre une clause de médiation parce que Papineau et moi, on fait de la médiation. Des fois, on règle des conflits parce que les gens se comprennent pas, ou des fois, les gens ne comprennent pas le type de loi qu'ils exercent, et ça peut parfois être dénoué par justement des zones de compromis. Donc, tout ça mis ensemble, juste qu'on comprenne, lorsqu'on parle de médiation et d'arbitrage, ce n'est pas la panacée à tous les problèmes, mais c'est certainement plus intéressant que d'aller au tribunal, parce que le tribunal, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finit. C'est un processus, lorsqu'on va au tribunal aujourd'hui, on parle d'années avant d'avoir une date d'audition, alors que dans un processus d'arbitrage, c'est assez rapide. On peut avoir, lorsque les parties veulent, un règlement, puis une sentence arbitraire qui vaut un jugement et qui est exécutoire. Donc, c'est tout ça mis ensemble dans l'exercice du recours. Donc, on a ce soir décliné, Mme Couture, les différents recours, puis l'articulation de ces recours-là doit se faire de façon différente selon le droit que l'on recherche. D'accord. Maître Papineau, vous avez quoi à rajouter? Ben, peut-être dire sur ce qui vient d'être dit, la médiation, c'est beau, là, mais si un copropriétaire doit des charges communes, tant qu'à moi, il n'est pas question d'aller faire une médiation. Si la personne doit 3 000 de frais, ben, elle doit les payer. On ne peut pas aller dire, je vais aller en médiation, je vais les faire réduire à 2 000, parce que là, dans le budget, il va manquer 1 000 Et qui va payer le 1 000 c'est tous les autres copropriétaires. Et ces dispositions-là, puis là, je ne ferai pas un grand discours là-dessus, mais sont d'ordre public, là. Alors, on ne peut pas dispenser un copropriétaire de ses charges. On ne peut pas réduire son montant parce que le montant est souvent la quote-part. Alors oui, la médiation, ça peut avoir, et ça a beaucoup de bienfaits, mais comme dit Majelica, c'est pas la solution à tout. Mais juste pour éclaircir, qui choisit le médiateur? Qui le prend? Qui le représente? Parce qu'il y a des nouvelles lois, comme on a vu tout à l'heure, en résumé. Mais comment ça fonctionne si ce soir, je suis un copropriétaire et je peux donner un exemple, là, souvent un exemple sur les animaux dans les copropriétés. Vous savez que c'est souvent des choses qui sont émotives. Donc, bon, le syndicat a envoyé des lettres, il dit tu vas devoir sortir ton chien parce qu'il pèse 1 livre de plus que prévu. Et là, il arrive, le copropriétaire ne respecte pas ça. Je sais que vous allez rire, Maître Papineau, c'est votre favori, le dossier des animaux, mais comment, expliquez-nous donc qui va nommer, quand est-ce qu'il va y avoir un arbitre qui va être nommé, comment ça fonctionne et tout. Alors, la déclaration prévoit normalement un certain mode d'action. Si ce n'est pas clairement prévu, mais celui qui a un litige, comme dans votre cas, le copropriétaire qui ne veut pas se départir de son animal, va envoyer un avis au syndicat pour demander la médiation et la nomination d'un médiateur. Normalement, ce qui est suggéré, c'est que celui qui demande la médiation, dans l'avis de médiation, il peut suggérer, moi je dis toujours, suggérer 3 personnes et le syndicat pourra choisir une des 3
Comme ça réglera déjà le premier problème. Une fois que le médiateur est nommé, c'est lui qui s'occupe du restant du déroulement de la médiation. Alors, celui qui n'est pas satisfait ou celui qui veut contester envoie l'avis de médiation, suggère des médiateurs. Le syndicat qui répond choisira parmi ceux qui sont suggérés et par la suite, c'est le médiateur qui s'occupe du déroulement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quels sont les coûts? Qui paye ces coûts-là? Est-ce que pour l'histoire d'un animal, ben c'est dépendamment de la décision? Est-ce que c'est la collectivité qui paye? Est-ce que c'est toujours le même mode de paiement? C'est prévu à déclaration? Qu'est-ce qu'il y en est sur le paiement? Parce que ça coûte quand même des sous. Là. On sait très bien que les juristes font un travail puis sont rémunérés, c'est pas des bénévoles. Comment ça fonctionne? Alors, la déclaration peut prévoir quelque chose. La déclaration peut prévoir que ça va être à part égale entre les parties, ou la déclaration peut prévoir que c'est le médiateur qui va trouver une solution à ça. Mais généralement, dans le cas de la médiation, c'est chacune des parties défraie la moitié des coûts. En arbitrage, mais là, l'arbitre, lui, a le pouvoir, à moins que ça soit clairement et spécifiquement prévu à la déclaration, l'arbitre va décider du coût de la médiation qui doit le défrayer dans quelle proportion. Justement, il y a une copropriétaire, sûrement une très gentille dame qui s'appelle Valérie. Combien ça coûte? Ben, combien ça coûte? Ça, c'est une excellente question, mais je donne toujours le même exemple. Quand vous rentrez dans un taxi puis vous lui dites amenez-moi chez moi, il va vous dire c'est où? Puis là, si vous lui demandez combien ça va coûter, ben, il va vous dire ça dépend de par où je passe, ça dépend du trafic. Alors, médiation et arbitrage, ce qu'il y a normalement, c'est les frais du médiateur ou de l'arbitre. Alors, il y a un taux horaire. Ça dépend aussi combien de temps dure la médiation ou l'arbitrage. Généralement, on est capable de faire une audition en médiation pour un 3-4 heures, plus 1 heure ou 2 de préparation. Alors, on multiplie ça par le taux horaire du médiateur, puis ça va vous donner votre réponse. Mais des médiateurs, il y en a tous les prix, là. Suivant la qualité du médiateur, sa compétence, ses connaissances, ça peut varier entre 250 de l'heure, puis on voit en médiation où des juges à la retraite vont même demander 5, 6, 700 de l'heure. Alors, ça dépend du coût du médiateur que vous engagez. Parfait, merci, Maître Papineau. Maître Jolicoeur, Monsieur Bolduc revient, je pense, sur une question ou une affirmation que vous avez faite avec une question. À quelle hauteur les membres du conseil d'administration sont protégés par l'assurance des administrateurs en cas de litige et poursuite en copropriété? Alors, c'est intéressant votre question, M. Bolduc, parce qu'on a parlé des recours contre le syndicat, mais on aurait dû parler également des recours contre les administrateurs. Je trouve que votre point est très intéressant parce que les administrateurs, hein, c'est des gens qui composent le premier organe décisionnel d'une copropriété qui est le conseil d'administration. Alors, généralement, les déclarations de copropriété vont énoncer le montant minimal de couverture en responsabilité civile des administrateurs. La loi prévoit spécifiquement à l'article 1073 du Code civil que le syndicat se doit d'assurer ses administrateurs, puis la loi ne dit pas pour quel montant. Alors là-dessus, il faut voir la déclaration de copropriété, mais il faut voir également, au final, quel est le montant de la couverture d'assurance, jusqu'à combien on va indemniser en responsabilité civile. Généralement, si on parle du conseil relatif à la relation entre le courtier d'assurance ou l'agent d'assurance et le syndicat, c'est souvent ces professionnels de l'assurance qui vont faire des recommandations sur le montant de la couverture. Donc, on parle bien souvent de 5 millions de dollars comme couverture d'assurance. Ce n'est pas très cher, l'assurance responsabilité. Maintenant, il faut comprendre, M. Bolduc, que
c'est le montant maximal que l'assureur va payer pour une faute commise par un administrateur. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'assureur a deux obligations lorsqu'il y a un recours en responsabilité civile contre les administrateurs, voire même contre le syndicat. C'est une obligation de prendre fait et cause. L'assureur a deux obligations sur ce type de police: d'assurer la défense de son assuré, donc de payer un avocat. Alors là, l'assuré ne choisira pas son avocat, c'est généralement imposé par l'assureur. Et si vous rentrez dans les conditions de la garantie d'assurance prévue en responsabilité civile, ils vont payer. C'est comme ça que ça marche, l'assurance responsabilité. Maintenant, si les reproches, M. Bolduc, qu'on vous ferait un jour, c'est arrêter de diffamer, puis je ne sais certainement pas ce que vous avez fait, M. Bolduc, mais de diffamer un copropriétaire, bien, il y a des exclusions des polices d'assurance. On ne couvre pas les administrateurs dans des recours en dommages pour tout type de fautes. Alors que les fautes intentionnelles, les fautes lourdes sont exclues des couvertures en responsabilité civile. Donc, ça met la table un peu pour répondre à la question de M. Bolduc. Merci, Maître avant, puis je vais amener l'autre question parce qu'on a parlé en se préparant pour la web radio de ce soir de la mise en demeure, qui est une action qui, on peut le dire, est de plus en plus facile pour les gens. Maître Papineau, une mise en demeure, là, ça se fait comment? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Est-ce qu'un copropriétaire peut écrire lui-même une mise en demeure? Est-ce que le syndicat peut écrire lui-même une mise en demeure? Qu'en est-il de la fameuse mise en demeure? Alors, dans un premier temps, c'est important. Qui peut envoyer une mise en demeure? Alors, un copropriétaire, pour ses intérêts personnels, peut envoyer une mise en demeure. Un syndicat, par contre, qui est une personne morale, doit agir par l'intermédiaire d'un avocat. Il n'a pas le choix en vertu de la loi sur le barreau. Alors, comment ça se fait? Bien, normalement, ça se fait par un écrit, parce que l'écrit, c'est la façon de faire la preuve qu'on a envoyé une mise en demeure. Alors, on produit la lettre devant le juge, le médiateur ou l'arbitre. On dit, voici ce qu'on a envoyé. Si on fait ça verbalement, bien, une mise en demeure, évidemment que celui qui l'a reçu n'aura peut-être pas compris ce que vous avez demandé ou va dire le contraire de ce que vous avez dit. Alors, on fait ça évidemment par écrit. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que ça doit être envoyé par huissier, courrier recommandé, par courriel? C'est pas important comment c'est envoyé. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire la preuve que ça a été envoyé et reçu. Alors, si vous envoyez un courriel, votre mise en demeure par courriel, et le syndicat ou l'autre partie vous répond en disant « Hey, ta mise en demeure, j'en ai rien à cirer », ben, vous avez votre preuve de réception. Alors, assurez-vous que vous avez une preuve de réception de votre mise en demeure, parce que sinon, si vous n'êtes pas en mesure de prouver qu'elle a été envoyée et reçue, ça ne donne pas grand-chose. Parfait. Donc, on comprend bien que ça prend plus une accusé-réception très valide que de la façon de l'avoir écrit, laissé à la porte ou quoi que ce soit. Effectivement, si on a laissé un courrier à la porte et le copropriétaire le scanne puis il dit vous êtes des pas gentils, mais ça aussi, ça prouve qu'il l'aurait reçu parce qu'il revient sur le document. Mais quand vous dites ça, là, on peut faire recevoir copie aussi sur la mise en demeure. On fait une photocopie, puis on demande à la personne, fais juste nous écrire que tu l'as reçu aujourd'hui, puis c'est là. Il n'y a pas de formule précise. L'important, c'est d'être capable de faire la preuve. Ça a été reçu. Peut-être là-dessus, Mme Couture a ajouté un point. Dans certains recours, la mise en demeure est un préalable au recours en justice. Dans d'autres recours, ce n'est pas un préalable. Alors, un exemple, si je veux prendre une injonction parce qu'il y a un mur qui est en train de s'effondrer, je n'enverrai pas une mise en demeure, je vais prendre un recours en injonction provisoire parce qu'il y a urgence d'agir. Mais il y a certains recours que c'est un préalable. Il y a une décision de la Cour supérieure qui a été confirmée par la Cour d'appel et qui est venue dire, si vous, comme copropriétaire, vous souhaitez engager un recours, si on veut engager plutôt un recours contre un copropriétaire par suite
d'un dommage, on est dans l'inverse, c'est plus on va chercher une indemnisation contre un copropriétaire, par suite d'un sinistre, ben, il faut lui envoyer une mise en demeure avant de le tenir responsable sur 1074.2, c'est-à-dire la faute du copropriétaire lorsqu'on cherche à revendiquer l'indemnité d'assurance, l'indemnité de la franchise plutôt. Donc, cette mise en demeure-là, elle est un préalable contre certains recours contre le syndicat obligatoire. Toutefois, ce n'est pas le cas. Et je vous dirais que là-dessus, bien que Maître Papineau a donné tout à fait leur juste sur le fait qu'on peut soi-même, comme copropriétaire, rédiger sa propre mise en demeure, c'est pas tout à fait recommandé parce qu'on est dans un domaine de droit extrêmement complexe, parce que le conseil d'avocat mérite l'investissement dans la facture que vous allez recevoir parce qu'effectivement, l'avocat va peut-être mieux vous guider dans l'exercice de vos droits, va peut-être vous empêcher de commettre des erreurs ou de perdre des droits. Il faut également savoir que la mise en demeure n'interrompt pas ce qu'on appelle le délai de prescription ou le délai d'échéance. Alors, c'est un exemple, vous décidez d'attaquer en justice une décision du conseil d'administration, vous avez bien beau envoyer une mise en demeure au syndicat, mais si vous ne déposez pas dans les 80 jours votre recours, la mise en demeure n'aura pas interrompu le délai de déchéance prévu. Donc, je vous dirais que je ne veux pas se rendre indispensable, nous autres les avocats, mais c'est un peu complexe. Je ne dis pas que Oui, c'est pas possible, clairement. mais c'est un peu complexe. Tout à fait. Mais juste dans ce style-là, un de vous deux peut sûrement répondre à cette question-là. C'est un peu précis, là, mais je vois quand même, M. Vézina est bonne sa question parce que souvent, les syndicats ont des difficultés lors de travaux à faire dans les parties privatives. On peut parler de réparation de plomberie, de changement des chauffe-eau collectifs. Là, M. Vézina nous dit le système d'installation de fuite d'eau. Un copropriétaire ne veut pas nous donner accès à son unité. Quels sont les recours qu'on peut avoir? Donc là, je sais qu'on parle des recours contre le syndicat, mais je pense que c'est toujours important d'en parler parce que c'est pas clair pour les administrateurs, des fois, quelle démarche je vais entreprendre pour accéder arriver à mes fins. On n'a pas tellement le choix, là. Si la personne ne veut pas obtempérer, il faut aller chercher une injonction, une ordonnance du tribunal pour forcer la personne à respecter la demande du syndicat. Et ça, ben, effectivement, c'est une procédure complexe qui peut être difficilement être instituée par un copropriétaire. Je vais revenir sur la question de mise en demeure. Ce qui est important, est-ce qu'un syndicat pourrait écrire, j'ai dit tantôt qu'un syndicat ne peut pas envoyer une mise en demeure, parce que le but de la mise en demeure, c'est de dire, si tu n'obtempères pas à ma demande, nous allons instituer des recours judiciaires. Alors, si le syndicat ne fait qu'écrire à son plombier pour dire, tu as mal fait ton travail, viens corriger, le syndicat peut le faire. S'il y a une menace ou un engagement d'aller devant les tribunaux, ça, une personne physique peut le faire, mais pas une personne morale. Puis on sait très bien que vous nous avez averti, Maître Papineau et Maître Jolicoeur, à plusieurs reprises, les gestionnaires non plus ne peuvent pas dire si tu fais pas ça, on va te mettre à l'amende ou on va te faire des recours judiciaires. Alors, c'est aussi très important de la part des gestionnaires, d'ailleurs, qui ne font plus ça du tout. Donc, pour M. Vézina, il y a une action à prendre et encore là, faites-vous épauler dans cette situation-là. J'ai une autre question. En tant qu'administratrice, je suis confrontée à un possible recours judiciaire intenté par un copropriétaire excessif pour des dommages présumés causés par un entretien inadéquat des parties communes. Ce copropriétaire menace de nous poursuivre. Quelles sont les premières actions que je devrais entreprendre pour défendre le syndicat et minimiser les risques financiers et juridiques? Là, si on parle de recours en dommages, et qu'on prend pour acquis, ça devrait être le cas parce que c'est une obligation prévue au Code civil d'avoir une couverture d'assurance en responsabilité civile. La première chose qu'il faut faire, dès que ce type de mise en demeure-là, on doit le dénoncer à l'assureur pour qu'il prenne position. On ne commence pas à répondre, à admettre sa responsabilité. Il faut déclarer
qu'il y a un sinistre potentiel en cause. Et là, l'assureur va prendre position s'il décide de prendre fait et cause en réponse, ou va peut-être dire, bien, écoutez, non, pas pour l'instant, on va attendre de voir s'il y a un recours. Et si la position de l'assureur, c'est ça, bien là, le conseil d'administration va retenir les services d'un avocat pour répondre à ce type de mise en demeure. Parfait. Donc, on a répondu à Mme Tremblay. Maître Papineau et Maître Jolicoeur, pourriez-vous partager des exemples concrets de politiques administratives et de pratiques de gestion qui se sont avérées particulièrement efficaces pour prévenir les litiges en copropriété avant qu'ils n'atteignent le stade judiciaire? Alors, la question est vraiment de M. Dubois, adressée à vous deux. Donc, comment pouvez-vous partager des exemples? Moi, je vais vous Ben, laisser. allez-y, Mme Jolicoeur. Ben, écoutez, on ne peut pas réellement penser avoir des politiques administratives pour empêcher l'exercice des droits par un copropriétaire. Je vous dirais que la meilleure façon, si on veut éviter les litiges, c'est d'être un très bon pédagogue comme conseil d'administration pour expliquer le pourquoi des décisions, de ne pas agir de façon autoritaire. On a malheureusement des fois, je ne sais pas que c'est du tout votre cas, mais des fois des administrateurs qui sont très, très, très malhabiles, qui ont tendance à bâtir le contentieux. Puis après ça, à un moment donné, ça devient un stade où il n'y a plus personne qui raisonne. Je ne sais pas si vous comprenez, ces gens sont tellement gonflés à bloc qu'ils n'ont plus de recul. Et puis c'est un peu ce que M. Papineau a souligné tout à l'heure, la médiation, ben, c'est une bonne thérapie aussi. Ah, c'est une excellente thérapie. Il faut comprendre aussi que exercer un recours en justice, c'est souvent l'établissement d'un rapport de force aussi. Il ne faut pas perdre de vue. La majorité des contentieux qui sont devant les tribunaux se règlent avant le procès. Elles se règlent pour plusieurs raisons. Or, épuisement financier des gens. Vous savez, les gens, là, lorsqu'ils viennent nous voir, ils sont tout fringants de prendre un recours contre quelqu'un. Et lorsqu'ils commencent à recevoir des factures d'avocat, ben, ils prennent le temps un peu plus de réfléchir à savoir si c'est-tu la bonne avenue. Lorsqu'on va évidemment en arbitrage, parce que c'est de ça dont on parle, ben, très rapidement, le copropriétaire qui va exercer son recours a à débourser quand même des sommes très rapides, là. S'il se fait représenter, l'arbitrage, ça peut être quelques mois après que le tout a été saisi. Donc, il y a quand même des dépenses importantes. Mais tout ça, je reviens quand même au principe de base. On vit dans une collectivité de copropriétaires. On est en quelque part pris à s'entendre, à vivre ensemble. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de guide formel, mais il y a une façon d'aborder les gens lorsqu'on est administrateur. Puis lorsqu'on est copropriétaire, il y a une façon aussi d'aborder les membres du conseil d'administration en ne perdant jamais de vue que généralement, je dis bien généralement, et je ne sais pas qu'il n'y a pas des cas d'exception, les administrateurs sont des gens de bonne foi. Les administrateurs, ce sont des gens qui ont décidé de s'investir pour la collectivité, de donner du temps, parce qu'ils sont rarement rémunérés. Mais ça se peut qu'il soit imparfait. Ça se peut qu'il n'y ait pas le degré de savoir. Puis d'ailleurs, on a parlé du regroupement des gestionnaires et copropriétaires ce soir. C'est quoi notre mission de vous dire? Je suis maintenant au siège du conseil d'administration. J'en suis le président. Bien, c'est justement d'éduquer les administrateurs de copropriété pour éviter parfois de créer des contentieux dans une copropriété. Parce que des fois, lorsqu'on ne sait pas, on va se braquer. On va se braquer. Puis on va bâtir inconsciemment le contentieux. Alors, c'est une grande réponse à votre question, monsieur, mais je pense que c'est important d'avoir une approche, entre guillemets, humaine. Je pense que c'est important d'expliquer aux copropriétaires ce que c'est un administrateur avant toute chose, c'est quelqu'un qui s'investit bénévolement dans une copropriété. Puis tout ça mis ensemble, bien, ça peut éviter des contentieux qui n'ont aucune pertinence juridique. Aucune pertinence juridique. Ils sont vides de ça. Des fois, on a des contentieux, Papineau et moi, où on a des points de droit qui sont importants. Il y a des points de droit qui n'ont pas été tranchés. Il y a des zones grises. Puis les deux parties sont de bonne foi, puis les deux parties ont une bonne position. On n'a pas de problème de gérer un contentieux. C'est ce qui crée ce qu'on appelle la jurisprudence, qu'on n'a peut-être pas à cause d'arbitrage maintenant, qui va peut-être un peu s'éteindre, mais ça crée le droit.
Et c'est ça une société démocratique, c'est ça une société de droit, où justement, on est capable de façon civilisée d'articuler nos droits en respectant l'autre. Peut-être, si je peux me permettre, Mme Couture, dans une autre ordre d'idée, moi, je dis souvent aux syndicats, aux administrateurs, au conseil, une des façons de minimiser les litiges, minimiser les recours, il y a la communication, parce qu'on s'aperçoit en médiation que c'est le principal problème. Les gens ne se sont pas parlé ou les gens ne se sont pas compris ou se sont mal compris. Mais il y a deux autres choses qui sont plus faciles à comprendre, c'est les pénalités et les honoraires extrajudiciaires. C'est pourquoi on dit maintenant depuis longtemps qu'un syndicat devrait, dans sa réglementation et maintenant dans la première partie de sa déclaration, avoir des pénalités prévues pour ceux qui ne respectent pas la déclaration et en plus avoir une clause qui permet au syndicat de récupérer les honoraires extrajudiciaires engendrés à cause des agissements d'un copropriétaire. Et ça, souvent, quand on écrit, que ce soit l'avocat ou que ce soit le syndicat, quand on écrit au copropriétaire en disant « Monsieur, vous ne respectez pas la déclaration, on vous impose donc des pénalités de X montant et si vous continuez, on va être obligé de référer le dossier à notre avocat. Donc, vous aurez à payer les frais en vertu de l'article 182 de notre déclaration de copropriété. » Ça fait réfléchir, ça. Alors, ceux qui n'ont pas ces questions de pénalité et d'honoraires extrajudiciaires, peut-être ça vaut la peine de modifier votre déclaration pour l'inclure. Ça fait réfléchir autant qu'une bonne communication. Absolument. Et j'aurais cru entendre une partie de votre discours, de votre dernière élocution au RGCQ un lundi début mai ou début juin dernièrement. Donc, tout à fait. Et justement là-dessus, Madame Jocelyne, je suis administratrice d'un condo depuis 8 ans, condo de 30 unités. Comment puis-je instaurer une culture de transparence et de communication dans notre condo pour réduire les risques de litige et améliorer la collaboration entre le conseil d'administration et les copropriétaires? Là, la question, devrais-je donner, par exemple, accès à toutes les factures pour être transparente le plus possible afin que les copropriétaires me questionnent sur certaines factures trop élevées, par exemple, hydro, etc., etc. Donc, devrais-je donner accès à toutes les factures, par exemple, afin d'être plus transparente que possible, au risque que les copropriétaires me posent ces questions-là? Donc, je vous laisse un de vous deux répondre à la question de madame. Ben, le mot transparence, c'est une expression qui est utilisée fréquemment dans les assemblées de copropriétaires lorsqu'on a des attaques de certains copropriétaires contre les membres du conseil d'administration. Lorsqu'on décide d'élire des administrateurs, parce que généralement, ces gens-là sont élus lors de l'assemblée, c'est une décision collective. C'est une décision, on dit, il y a tel individu à qui on va faire confiance. Demander de communiquer l'ensemble des documents comptables d'une copropriété, c'est de dire, d'une certaine façon, on n'a pas confiance en vous comme administrateur. Mais je ne pense pas qu'on doit communiquer l'ensemble des factures parce que ça doit devenir ingérable. Si vous avez un copropriétaire qui dit oui, mais vous avez dépensé 78 $ pour acheter du sel, et si vous l'aviez acheté chez Costco, il aurait coûté 64,25 $. Faites ça, il n'y aura plus aucun administrateur sur un conseil d'administration, ça devient ingérable et dans les règles de gouvernance, c'est bien la dernière chose à faire. C'est sûr que si vous êtes deux copropriétaires dans l'immeuble, on est dans une dynamique effectivement totalement autre et là, on est deux. Mais dans une copropriété nombreuse, c'est certainement pas la chose à faire. Okay, merci, Maître Jolicoeur. Écoutez, on a beaucoup de questions. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps de les couvrir. Il y a 10 questions, il nous reste 7 minutes. Mais je sais qu'on avait voulu aussi expliquer un petit peu comment ça se passe à la Cour. Parce que je pense que dans les questions, tout ça qu'on a eues, les gens vivent des litiges. Puis heureusement, nous espérons que
que ça se règle beaucoup avant d'arriver à la cour, mais comment ça se passe quand on arrive à la cour? Maître Papineau, pouvez-vous nous donner un petit exemple d'un déroulement d'un dossier, somme pas trop complexe? Ben, écoutez, c'est pas mal toujours la même façon que ça procède. Celui qui est le demandeur expose ses prétentions avec ses témoins. Le défendeur fait la même chose, fait témoigner pour faire la preuve, fait témoigner des témoins, produit des documents. Par la suite, une fois que la preuve est présentée, la demande va plaider, expliquer au tribunal pourquoi le tribunal devrait lui donner raison et lui donner ce qu'il a demandé dans sa procédure. Et la défense va faire le contraire, va expliquer que le demandeur n'a pas de motif raisonnable ou suffisant et va demander le rejet. Alors, c'est simple à dire, mais c'est souvent beaucoup plus long que ça. Il y a des fois, des dossiers peuvent durer des semaines, d'autres dossiers peuvent durer une journée, mais le principe, c'est que chaque partie expose au tribunal ses prétentions et le tribunal décide. D'accord, merci, Maître Papineau. On voulait aussi parler un petit peu de la cour de la petite créance, parce que c'est un autre tribunal qui est fort probablement, à moins que je me trompe, mais celui qui est le plus qui est plus utilisé par les copropriétaires ou Ben, c'est parce que quand on fait des réclamations en bas de 15 000, c'est le tribunal des petites créances qui a seule juridiction. Alors, comme les recours en matière de copropriété, au point de vue montant ou dommage, sont rarement supérieurs à 15 000 oui, ça va être le tribunal, la Cour du Québec, division des petites créances. Mais par contre, quand on parle d'injonction ou de recours particulier, ça va être la Cour supérieure qui va avoir juridiction. Mais généralement, vous avez raison, c'est la Cour des petites créances, là, qui va déterminer les dommages, les montants, les charges communes à payer, etc. OK. Et il nous reste encore quelques minutes. Euh, on a parlé un petit peu des recours non fondés. Donc, pour les copropriétaires, pour les administrateurs, c'est de voir à ce que si ce n'est pas déjà dans votre déclaration ou ce n'est pas déjà un règlement qui a été fait, ben de contacter un juriste spécialisé ou un notaire en copropriété pour vous munir d'un tel règlement, parce qu'on l'a dit à quelques reprises durant la séance ce soir, ça peut aider à dissuader quelqu'un de poursuivre, parce qu'on entend, on l'a vu dans le chat, des gens qui disent qu'il y a des gens qui peuvent poursuivre à quelques reprises ou à outrance, malheureusement pour vous. Donc, ça. J'aimerais qu'on parle et on peut en parler parce que dans les dossiers de litige, de preuves, de ci, de ça, il y a quand même un allié, à moins que je me trompe, mais le huissier de justice peut être un allié aussi, bon, dans une première chose, la délibération avec preuve de documents, etc., etc. Mais le huissier peut être aussi témoin, à moins que je me trompe, mais de témoigner pour des odeurs dans les copropriétés. Donc, les syndicats veulent prendre des démarches. Je ne sais pas qui d'entre vous Ouais. voudrait amener le... Je sais qu'on avait un ami, malheureusement, François Taillefer, un excellent huissier qui est décédé dernièrement. Mais comment le huissier peut aider les syndicats de copropriété? Ben, si on est capable de présenter la section chronique, effectivement, on a eu sur le conseil d'administration du RGCQ de Montréal François Taillefer, qui était longtemps au conseil d'administration, qui malheureusement est décédé en mars dernier. Alors, M. Taillefer était le président de la Chambre des huissiers du Québec. Il a rédigé, jusque dans ses dernières semaines de vie, des chroniques. On les a gardées, d'ailleurs, par respect pour son œuvre. Et justement, on le voit sur des chroniques qu'il a faites, l'utilité du constat d'huissier, l'UER de constatation. Donc, vous avez quand même dans l'écriture de M. Taillefer une preuve là, de
de ce caractère humain de M. Taillefer, qui était huissier de justice, c'est-à-dire un officier de justice qui mettait en œuvre les décisions de cour. Mais parfois, le huissier de justice peut en amont régler des problèmes. Ils ont la possibilité de faire de la perception des charges communes à l'amiable. Le huissier va aller pouvoir prendre des ententes. Je comprends qu'on est loin du recours contre le syndicat, mais effectivement, on peut octroyer au huissier de justice un rôle quand même significatif dans des... Et M. Taillefer avait de triples qualités. Il était également gestionnaire en copropriété, donc il avait une bonne connaissance du milieu de la côté, mais c'est un être charmant pour lequel on a eu beaucoup de tristesse au niveau du RGCQ. Mais peut-être, Mme Couture, avant de se laisser, puisqu'il est 20 heures, je voulais quand même signaler cette année que le RGCQ fête son 25e anniversaire de constitution. Alors, un quart de siècle d'investissement des gens comme Maître Papineau et autres qui siègent bénévolement sur les conseils d'administration, M. Taillefer en est un, et qui, depuis un quart de siècle, s'investit sur la vulgarisation, sur la connaissance et le savoir en matière de copropriété. Et peut-être on pourrait avoir moins de contentieux si les gens s'y intéressaient d'un peu plus près à ce que c'est vivre ensemble en matière de copropriété. Parce que quant à moi, il y a beaucoup de contentieux qui reposent sur l'incompréhension du mode de fonctionnement ou parfois sur le manque d'altruisme. Parce qu'on a malheureusement dans les copropriétés des gens qui ne sont qu'à la menace. Ils prennent rarement des recours. Ils menacent sans cesse de poursuivre les aides. Ils menacent sans cesse de prendre recours en annulation de décision. Ils ne les font pas. Et parfois, ça décourage les gens d'être sur les conseils d'administration. Et ça, c'est intolérable pour les copropriétés québécoises. Absolument. Puis on devrait penser à, si on chicanait moins, ben, il y a peut-être plus de sous qui iraient à l'entretien du bâtiment pour permettre d'avancer et non pas de se chicaner. Donc, Maître Papineau, un petit mot de la fin? Alors, comme toujours, on espère que l'émission de ce soir va avoir été utile. On retient qu'il faut avoir de la communication, il faut se parler, il faut se comprendre, mais il faut aussi savoir de quoi on parle, donc la raison d'être de nos émissions. Merci beaucoup. Merci, Maître Papineau. Merci, Maître Jolicoeur, de votre précieux temps. Je sais que vous êtes très occupés. Je tiens à souligner que LJT et Dunton ont chacun une belle équipe d'avocats et d'avocates spécialisés en copropriété. Donc, si vous avez des questions, vous êtes mieux de consulter en amont et non pas attendre que l'infection soit prise. Donc, en mon nom, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là, chers auditeurs et auditrices. Merci encore à Maître Papineau. Merci encore à Maître Jolicoeur. Merci à Lancini du RGCQ qui est derrière l'émission et à notre Gabriel aussi qui est là derrière. Merci à nos commanditaires LJT et Dunton-Rainville avec leur équipe de copropriété. Merci encore au RGCQ. Je le dirai jamais assez. Inscrivez-vous, c'est pas cher. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses, comme Maître Jolicoeur vient de le préciser d'ailleurs, et le 25e anniversaire cette année. Vous pouvez toujours revisionner les web radios. Donc, des fois, vous avez oublié quelque chose. Et je tiens à préciser que Maître Papineau et moi, il y a peut-être 2 ans de ça, on avait fait une web radio sur le huissier de justice avec François Taillefer. Donc, elle est encore disponible. Donc, intéressant pour vous aider dans vos litiges de règlement ou des choses comme ça. Donc, c'est intéressant. Revisiter les web radios. Notre prochaine émission, on fait une exception, on en a glissé une supplémentaire, c'est les piscines en copropriété. Daniel Delorme de Dyssée Aquatique sera avec moi-même et Maître Jolicoeur pour répondre à toutes vos questions sur le comment, le pourquoi, les obligations d'un syndicat de copropriété, etc., en tout ce qui a trait à la piscine, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, une belle soirée, le temps des piscines sont commencés à remplir. Ils sont en train d'ouvrir pour ceux qui sont juste à l'extérieur. Donc, soyez des nôtres le 12 juin et on aura une web radio qu'on vous annoncera, mais il y en a une le 19 juin prévue sur les technologies en copropriété, comment on peut intégrer des technologies. Donc, encore, merci à vous tous. Merci à mes invités et à mes collaborateurs. Merci.
Bonne fin de soirée à tous. Merci, M. Pépinot.